Alors, Angoulême, vous l'avez vu, hein, ça y est, l'annonce a été officielle. Alors, j'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, hein, donc on va se contenter on va se contenter de mon visage pour le moment. C'est officiellement annulé. C'est-à-dire que la société qui gère Angoulême a dit, bon, ok, puisque c'est comme ça, on annule, pas content, et puis voilà, je boude. Donc c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Donc ce que je vous propose ce soir, parce que malheureusement, en fait, moi j'y vis depuis 2018 à Angoulême. Je savais qu'il y avait des problèmes, mais j'avoue ne pas avoir vu l'ampleur du problème et tout ce que ça impliquait derrière. Puisque pour Angoulême, je vous rappelle, j'y vais, et je l'ai toujours dit, hein, je vais d'abord pour Angoulême pour les expositions en premier. Ça, c'est vraiment, à 50%, c'est pour les expositions. Le deuxième, ça va être pour des tables rondes avec ou sur les auteurs. Et le dernier, le bonus, et pour moi, ça a toujours été du bonus, c'est acheter des livres avec une dédicace parce que j'ai l'occasion de me faire dédicacer. Mais ça n'a jamais été faire mes courses à Angoulême et me barrer, quoi, en gros. Ça n'a jamais été ça. Au contraire, c'était vraiment le contenu, si possible, encore plus en parlant des tables rondes avec ou sans l'auteur. Et après, derrière, ben, encore mieux, si on arrive à avoir une dédicace, on part avec le sourire et c'est cool. Alors Angoulême, c'est ça qui est intéressant, on va faire une petite rétrospective d'Angoulême depuis ses débuts, puisqu'il y a pas mal de choses à dire dessus, et on va arriver après aux grands événements là qu'il y a eu à la fin. Je ne sais pas si vous savez, mais en gros, bon, Angoulême, c'est quand même un festival qui est assez vieux, hein, puisque la première édition, elle date de 74. Donc c'est quand même, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'était la 53e édition. Donc il faut savoir qu'en fait, Angoulême, dans les années 60, c'était une ville industrielle sur le déclin, d'accord. Il n'y avait pas de lien particulier avec la BD. Et en fait, c'est une époque aussi qui va en parallèle avec la BD elle-même, qui gagne en fait en maturité, avec une image un petit peu plus adulte. Et du coup, on a les médias qui commencent à parler de bande dessinée. On commence à avoir des clubs amateurs, des petites expos en France, etc. Et donc, au bout d'un moment, à Angoulême, en fait, il y a un petit fandom qui s'est fait, un petit groupe de Charentais, donc avec Francis Groux, qui sera président de l'association d'Angoulême à un moment, et d'ailleurs aujourd'hui c'est sa fille, hein, justement. On aura donc Pierre Pascal et Michel Baron, donc ces trois personnes qui commencent en fait, ont une passion pour la BD, qui commencent à faire des choses ensemble. Donc là, on arrive à la fin des années 60 et en 69, ben, Francis Groux, justement, commence à organiser la semaine de la bande dessinée, mais ça se fait dans des 2 MJC à Angoulême et anime des soirées, débats autour de la BD, etc. Donc on commence à avoir un noyau avant le festival. En 71, donc faut savoir que Groux est quelqu'un qui monte les échelons de la politique, hein. Après les municipales, en fait, il devient président des commissions culturelles et sociales d'Angoulême. Et il se rapproche de l'adjoint de la culture à ce moment-là. Et donc, l'année suivante, en 72, ils organisent ce qui s'appelle le Angoulême Art Vivant, qui est une sorte de manifestation pluridisciplinaire. Et donc, du coup, voilà, et ils font une expo sur l'âge d'or américain. On continue à 72, ils font la quinzaine de la bande dessinée. Rappelez-vous, ils avaient fait une semaine, là ils font la quinzaine. Et avec des séances de dédicaces avec des auteurs célèbres comme Franquin, comme Gottlieb. Et ça, ils le font au musée Angoulême. Et là, ben, suite à ce succès, ils se disent ça serait bien de créer un festival sur le modèle qu'ils ont fait là. Et ils se baseraient un peu sur le modèle qu'il y a alors je sais pas comment on dit, hein, le look en Italie. Et ils vont là-bas et en fait ils voient que c'est cool et ils obtiennent l'autorisation de faire un festival et ils se lancent dans la première édition. Et là on arrive donc
fin janvier, entre le 27 et 25 et 27 janvier, c'est toujours fait fin janvier, 74, et là on a la première édition du Salon international de la bande dessinée. Alors, c'était pas international au début, hein, ça viendra plus tard, je reviendrai dessus, et ça se fait dans une aile désaffectée du musée. Et donc là, la présidence, voilà, ça se fait avec plusieurs personnes, notamment Grou, qui s'en occupe. Il y a même une affiche qui est signée d'Hugo Pratt, donc on commence à avoir des auteurs importants. Il y a des auteurs majeurs qui arrivent et ils font environ 10 000 visiteurs à ce moment-là. Plutôt pas mal. Surtout qu'Angoulême, c'est quand même un peu perdu. Pour y aller, il faut y aller. Il faut être motivé. Donc l'année suivante, ils font une deuxième édition un peu plus ambitieuse, ils mettent des chapiteaux, il y a des conférences, il y a des expos, il y a des animations, et là on a 60 dessinateurs de 16 pays différents, le festival est sur 4 jours et il y a 15 000 participants. Donc voilà, et ils continuent, donc ils décentralisent un petit peu dans la ville, ils multiplient les colloques, ils font plein de thèmes au fur et à mesure, ils créent un magazine, programme BD Bulle en 76, et il y a une forte influence, et il y a pas mal de générations, c'est assez générationnel de ceux qui vont là-bas. Et en 76, donc en troisième édition, ils ont 80 auteurs, 30 000 visiteurs, donc ça grossit petit à petit. En 77, il y a même Hergé qui vient là-bas et qui fait l'affiche, et il y a 45 000 visiteurs, et ils ont même une couverture médiatique nationale. Donc là, on voit que ça commence à prendre de l'ampleur. Et déjà dans les années 70, il y a une première crise. Une première crise où, en fait, il y a un changement d'équipe municipale et les subventions ne sont pas renouvelées. Et donc, le festival craint déjà pour sa survie à la fin des années 70. Toutefois, ils ont réussi à trouver un accord, et en 79, donc fin des années 70, ils sont soutenus par le député, le maire, etc., qui est la même personne, le député-maire. Et en fait, cette fois, mais maintenant, avant, le festival était gratuit, mais maintenant, il devient payant. Et il y a des conflits internes entre les personnes, et ce qui entraîne le retrait de Grou à la présidence. Et donc, on voit que déjà, il y a des petits micmacs à cette époque-là. Bon, malgré tout, là, le festival reste indépendant dans une association, etc. Dans les années 80, on a plusieurs présidents qui se dessinent. Et souvent, en plus, bon, Francis Grou critique un peu ces décisions-là. On a en 81 des ministres qui viennent. Ils veulent montrer que le festival, c'est plus amateur, de baptiser une vraie image de professionnel. Ils vont créer une école atelier de BD à la maison de la bande dessinée. D'accord. Enfin, pardon, ils créent un atelier école de BD et la maison de la bande dessinée. Pardon. Donc, il y a un centre de documentation et de recherche. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc une ouverture à la galerie au musée des Beaux-Arts pour exposer les planches qu'ils ont acquis. Il y a donc il y a une création de 300 emplois avec des emplois indirects, etc. Et en 84, on a déjà un budget du festival qui est à 4 millions de francs. Et donc, ça représente, pour les euros de 2017, donc 1,13 million d'euros. Si on compte l'inflation depuis 2017, on est, je pense, à 15 millions d'euros de budget. Donc voilà, donc on a 1,3 million d'euros de budget en 84, ce qui quand même commence à faire une sacrée somme. Donc il y a pas mal de professionnalisation dessus, plus d'éditeurs, pas mal des expos, ça commence à se stabiliser, etc. En 84, il y a la création du Centre national de la bande dessinée, d'accord, qui est faite. Et en 85, il y a la visite du président François Mitterrand au festival. Donc là, vous vous doutez bien que si le président de l'époque vient au festival, c'est énorme. Donc du coup, apparemment en 88-89, il y a eu un projet de déplacement du salon à Grenoble qui était soutenu par Jacques Glénat, mais le maire augmente le budget, et donc finalement il se débrouille en fait, il propose une alternance, etc. Et finalement il y aura des subventions qui seront partagées et un partenariat avec Édouard Leclerc. Édouard Leclerc
qui a la chaîne de magasins, qui est un énorme fan de bande dessinée et qui a soutenu le festival avec partenariat. Donc là, on arrive dans les années 90, je vais aller beaucoup plus vite à ce moment-là, puisque on va poursuivre cette professionnalisation. Ça va bien sûr énormément jouer sur l'essor économique local, autant dans les studios de BD, les emplois, enfin les éditeurs, etc. Et en 96, c'est là où le salon, en fait, il devient officiellement le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Parce qu'avant, c'est le Salon international de la BD, là, c'est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, donc le FIBD. Donc là, j'ai retracé rapidement le début, puis après, on va dire les années 90 continuent. Et en 2007, il y a un grand changement de paradigme dans la gestion du festival, car avant, c'était une association. En 2007, ils décident, sous la présidence de Francis Groult, de confier les clés de l'organisation de la société à une société privée. Une société qui va s'appeler 9e Art. Une société qui a été créée du coup pour l'occasion en 2017. Je vais vous montrer un petit peu à quoi aujourd'hui, comment fonctionne du coup cette société. Alors c'est un schéma, alors toutes les infos que j'ai prises là, ça va être, donc avant, bon, je me suis un peu contenté du Wikipédia, etc. Tout ça, ce que je vais prendre, ça peut être Libération, Charente Libre, et les retweets de Rémi sur Instagram. Donc tout ça, voilà, ça va être ces informations-là. Donc, comme tu dis, exactement, la privatisation, c'est toujours la bonne idée. Et donc, donc ça, c'est en 2012, mais on va considérer qu'à partir de là, on a déjà quelques... on a déjà, on va dire, cette structure, ça sera plus simple. Donc, on a la société 9e Art, dirigée par notre cher Franck Bondou, un nom que vous avez dû voir énormément, qui détient quand même 91% des parts, et qui, en fait, organise le festival. Mais on a aussi Partnership, Partnership Consulting, qui reprend une partie des parts, et qui travaille avec 9e Art Plus, pour apporter un conseil en management, etc. Et là, quand on regarde, c'est le même gérant actionnaire à 76%. Donc, ça s'appelle un montage financier, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus. Donc, l'association confie donc, un contrat de concession pendant 10 ans. Et 9e Art s'occupe de ça, sachant que du coup, 9e Art récupère tous les financements publics, privés, et le coût des stands et de la billetterie. Donc là, je crois que ça a monté à, je sais plus, 4 millions d'euros, un truc comme ça. Et donc là, ils ont tout ce schéma-là un peu compliqué pour que, en gros, Partner Consulting puisse facturer des choses et se faire tourner de l'argent. On en reviendra plus tard dessus, mais vous voyez que ça devient un peu compliqué déjà dans la manière de gérer Angoulême. Donc là, on va avoir toute une série d'articles, je vais les résumer brièvement, mais si je reviens sur... On va donner... hop là, on va quand même montrer un peu les sources, ça sera toujours mieux. Accepter. Voilà, donc là c'est la Charente Libre qui avait fait tout un ensemble d'articles pour ça. Donc en septembre 2007, donc ça y est, ils ont une partie de la gestion. Donc déjà septembre 2007, Michel-Édouard Leclerc trouve que les méthodes du nouveau patron du festival est quand même assez rude, puisque il a remplacé le sponsor qui était Leclerc, c'était lequel, par la Fnac. Voilà, donc c'est en mode non, ciao, tu dégages. Alors que Leclerc avait sauvé la BD dans les années 90 en injectant 6,5 millions d'euros. Donc il estimait avoir été jeté comme un malpropre et que les responsables du festival étaient minables. Donc je ne fais que lire ce qu'il y a écrit dans l'article. Voilà, donc déjà ça commence à dire qu'il y a bisbise avec Leclerc, et donc on voit que on n'est pas sur la même façon de diriger. On arrive en 2008, Angoulême
donc découvre, le petit monde de la BD découvre Franck Bondou, donc dans un portrait qui a été publié à la veille du festival, et ils disent que voilà, c'est un patron qui est discret, froid, mais visiblement efficace. Parce qu'il faut savoir que quand ils ont signé, ils ont confié ça à une entreprise, à l'époque, bon, personne s'est vraiment offusqué, tout le monde était plus ou moins d'accord sur ça. Parce qu'ils se sont dit, bon, on confie une entreprise pour que ce soit peut-être plus carré, ça sera peut-être mieux que des amateurs peut-être, ou en tout cas de personnes qui ont essayé de se professionnaliser, allez savoir. Donc voilà, et Trondheim disait justement un homme qui devrait peut-être manger un peu plus de clowns au petit déjeuner. Voilà. En 2010, donc là pour l'instant on a en gros on a des articles voilà, comme quoi Franck Bondou, un poste à griffe, un peu en mode écoutez c'est comme ça, allez bien vous faire mettre derrière. Je pense que les discussions devaient être comme ça. Et en 2010, en 2010, il y a déjà un lapsus révélateur. C'est-à-dire que la signature de la convention des objectifs de Weimar+, et avec les collectivités, tout ça, font état d'un document de cession au lieu de concession. Et donc du coup, le préfet à l'époque a été très irrité, et donc en gros, tout le monde a compris que 9e art était le grand gagnant. Et la différence, c'est qu'en contrat de cession, on transfère définitivement les droits, donc un droit de propriété intellectuelle à quelqu'un, alors qu'un contrat de concession, en fait, on a un droit d'usage. Donc c'est limité dans le temps, et donc, je sais pas, vous faites un partenariat avec une marque, ben, vous allez avoir de la concession, vous avez le droit d'utiliser tel logo, tel personnage pendant tant de temps, et après ça s'arrête. Alors que concession, c'est tiens, c'est à toi, je te le donne. Donc déjà, il y a des problèmes dans les sémantiques, et ça devient un peu compliqué. Et donc, 2011, on continue un petit peu, 2011, on arrive, donc il y a un problème avec une subvention, c'est-à-dire que la guerre fait rage il y a une guerre qui fait rage avec la Cité de la BD d'Angoulême, et le président du département, il tente de faire pression en bloquant sa subvention de 145 000 euros. Hein, c'est écrit là, hein, vous le voyez. Et Bondou, il est vert de rage, et donc du coup, voilà, ça a causé un gros problème. Donc déjà, il y a des problèmes aussi avec les élus locaux qui ne supportent pas la méthode Bondou et qui ne veulent pas ça. On est en 2011. Hein. On continue. 2012, eh bien là, ça se fight avec la Cité internationale de la BD d'Angoulême et de l'image, donc le CIBDI, donc c'est la même entreprise. Et donc, ça atteint des telles proportions que, en gros, les événements qu'elle organise ne sont plus mis dans le programme du festival d'Angoulême à partir de 2012. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de lien. Voilà, on voit les trucs. Il n'y a plus de lien entre les deux, parce qu'avant, ils auraient pu s'entraider. Et en fait, maintenant, il y a le festival d'Angoulême et il y a il y a la Cité internationale de la BD. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand était l'Expo Marvel, donc au centre de la BD, je comprends pourquoi en fait c'était mentionné nulle part, à part sur leur site. Parce qu'en fait, Angoulême refuse depuis 2012 d'afficher le programme de ça. Et donc, ils se retrouvent avec un programme un peu masqué par le festival. Et si on ne gratte pas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Parce que moi, j'avais posé un peu bêtement la question. J'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas le programme en Angoulême, tout ça. Elle m'a dit, oui, on est 2 entités distinctes. Du coup, c'est pour ça. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une brouille politique, clairement. Donc, je continue. On est en 2015. En 2015, il y a le renouvellement de droits qui va bientôt arriver, et donc il y a la dénonciation du contrat en cours. Alors j'essaye de retrouver, mais voilà, la négociation du contrat en cours qui est demandée par les élus locaux. Ça, c'est dans le live du 20 novembre, hein, des élus locaux qui l'ont dit. Et donc en 2015, il y a la polémique qui remonte, et l'association du FIBD
ne veut pas dénoncer l'accord de 2007 qu'il a fait et reconduit jusqu'en 2025, donc sans mettre en concurrence donc notre cher 9e art plus. Donc c'est-à-dire que ils ont joué sur une sorte de, si j'ai bien compris, un peu de vice de procédure, de relance, etc. Parce qu'en fait, il n'y a que le Festival de la BD qui peut mettre à l'arrêt le renouvellement avec une lettre recommandée. Ils ne l'ont pas fait, ils ont joué sur le temps, etc. Et en fait, je rappelle que c'est quasiment c'est un festival qui est quasiment payé à presque 50% par les fonds publics. Attention, hein, c'est ça qui est assez fou. Et donc, l'association, au contraire, s'engage, tu vois, à céder pour moitié la propriété des marques à 9e art plus. C'est-à-dire que là, en plus, ils vont avoir encore plus de pouvoir, 9e art plus, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent pour la gestion de la marque, donc FIBD, et de l'exploitation de tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc en fait c'est un renouvellement automatique au bout de 5 ans et l'assaut n'a pas fait de recommandé, donc ils sont repartis sur 10 ans pour ça. Donc là ça y est, c'est mort, 10 ans de plus pour Franck Bondou et 9e art. Des bisous, à bientôt. Donc là on reprend pour 10 ans, vous voyez, hein, tout ça est là. Donc là on arrête, on a ça. Et à un moment j'avais mis justement en 2014... le festival avait un budget de 4,3 millions d'euros, dont 1,9 de subventions publiques. Donc c'est-à-dire 44%, ou on va dire 45%. Donc c'est énorme. Et là, on commence à avoir d'autres problèmes. Donc à l'époque, moi c'est là où je commençais à entendre parler d'Angoulême, en 2016. Avant, j'avais jamais vraiment... Enfin si, j'avais entendu parler de ce festival tout petit, mais j'étais jamais allé. Mais après... Bon, voilà, j'étais sans plus, je l'ai un peu oublié. Et là, on continue, et on commence à avoir des polémiques qui continuent, c'est-à-dire, le festival est accusé de sexisme, et donc, je partage quelques messages, mais je ne peux pas tout lire en même temps. Et donc en 2016 éclate une polémique où la sélection des auteurs pour le grand festival de la BD, eh ben, en fait c'est que des hommes. C'est que des hommes parce que Franck Bondou dit dans Le Monde, ici, dans cet article-là, il dit tout simplement que peu de femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Voilà, il y a peu de femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Donc apparemment, il n'y a pas de meufs. Et donc comme il n'y a pas de meufs, on va pas les mettre aussi. Hein, on va pas. Donc voilà, donc on voit qu'en plus d'être quelqu'un de très, très agréable, très chaleureux, c'est un gros sexiste. On a bien sûr, en 2016, la mauvaise blague des faux fauves, comme tu dis Wariba. Ces faux fauves qui ont fait hurler les éditeurs et les auteurs, qui, je rappelle, hein, les auteurs passent des mois, voire des années à écrire leurs titres, et parce qu'il y avait un chat dans les trucs, ils ont fait des fausses remises de prix qui est très 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 mal passé. Voilà. Donc ça n'a pas du tout fait rire. Et ça, voilà, j'en avais entendu parler. On continue. Mars 2016. Toujours, on a Joanne Sarr qui dit voilà, le festival est pris en otage par Bondou qui emmerde tout le monde. Voilà, et qu'on n'ose pas virer parce que on est très bien élevé. Donc déjà, on voit qu'il y a une grogne claire et nette depuis qui là s'affirme beaucoup plus depuis le 2e renouvellement de la société. Sarr, ouais, Sarr. Ouais, je sais pas, il faut que je lise d'ailleurs de ces BD. À tel point que en juillet 2016, il y a un médiateur, il y a même un médiateur pour apaiser la situation, et qui dit oui bon, vous inquiétez pas, il faut prendre le temps, voilà, etc., etc. Donc bon, après voilà, je rentre pas dans le détail parce qu'il y a tellement de choses, vous avez compris l'idée. On gratte, à force de gratter, on trouve plein de choses. En 2016, on a donc la présidente, nouvelle présidente,
Je vous ai pas fait le listing des présidents, je vous ai fait vraiment juste le père et la fille, qui est la fille donc de Francis Groult, qui devient président du festival d'Angoulême. Et on va pas les chiens font pas des chats, hein. Donc elle est présidente, très bien. Bon ben on passe à la suite. Ensuite, une news, donc l'association dit non à Audrey Azoulay, qui était une proposition autre, et en fait l'association FIBD n'intégrera pas l'association préconisée par la médiation. En gros c'était lâchez-nous, on s'en moque totalement de ce que vous pouvez nous dire, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, on vous a écouté pleurer, maintenant c'est bon, on passe à la suite, allez, c'est réglé, bisous. Voilà, donc là on a ça. En février 2017, alors j'ai pas de news, mais il y a plusieurs auteurs et éditeurs qui annoncent à la suite de ces couacs déjà d'envisager de boycotter le festival en 2017. Donc 2017, on a les premières annonces du boycott. On continue en octobre 2018. On est toujours pas là, hein, en octobre 2018. Ah, pardon. Hop là, j'ai cliqué sur n'importe quoi. Alors, salut Ed. Donc, on a une inquiétude sur la gestion du festival. C'est bizarre, c'est très opaque leur gestion avec leurs 15 sociétés, les 4 millions d'euros qui rentrent chaque année, combien il reste d'argent, beaucoup dans la poche de Bondou, pas beaucoup pour le festival. En gros, c'est un petit peu ça. Et donc, en gros, la seule inquiétude... Alors, hop là, c'était quoi que j'avais noté ? Voilà, donc la seule inquiétude exprimée samedi est venue, alors c'est ce que j'ai noté avec ça, hein. Donc seul, voilà, est venu de Michel Cavaillé, seul à s'abstenir de voter le rapport d'activité. Obligé de son scepticisme, les relations juridiques et financières de la ville d'Angoulême avec le prestataire 9e Art Plus a clarifié selon un rapport de la Cour des comptes en juin dernier. Donc voilà, à clarifier. On a arrêté de crier au loup, les relations sont apaisées depuis 2 ans, heureusement qu'on a 9e Art Plus, on serait bien incapable d'organiser ce festival, lui a répondu la présidente approuvée par Élise Vouvet, qui représentait la ville, persuadée que l'association a trouvé sa plus-value dans le territoire. Donc grâce à 9e Art Plus, ils ont sauvé le festival, donc arrêtez de leur casser les pieds quand même, c'est grâce à eux que c'est bien, quoi. Donc voilà. Ensuite, 2022, nouvelle polémique. On continue. Parce que là, ça faisait 4 ans à peu près tranquille. Alors, il y a sûrement d'autres trucs, mais que j'ai pas pu trouver. C'est le prix Ecofauve. Parce qu'ils ont fait un prix écologique, alors que, en fait, c'est un... Je vous rappelle, Raja est une entreprise pour des emballages. Donc, faire du greenwashing... c'était... On y est, quoi. Et donc, du coup, vu qu'ils sont spécialisés là-dedans et que ils font l'écofauve, et en plus, ils ont un prix dédié à ça. Donc, on le fait dans la discrétion absolue. Donc, on va faire un prix écofauve et c'est Raja qui le représente. Raja qui fait des emballages. Et on sait très bien où finissent ces emballages. Ensuite, en 2023, alors j'ai oublié de prendre la news, mais vous la connaissez, donc il n'y a pas besoin de l'afficher. 2023, la polémique avec Bastien Vives. Bastien Vives, toujours, hein, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'il évite de s'exprimer, mais polémique avec sa BD, le petit Nicolas, je ne sais plus quoi, en gros, BD faisant l'apologie de la pédosexualité, etc. Et donc, c'est monté au créneau, et il faut savoir que Angoulême n'a pas annulé l'exposition Bastien Vives parce que ça faisait polémique, il a annulé pour la raison que ça pouvait potentiellement causer des problèmes d'intégrité à l'auteur ou aux visiteurs en cas de problème, enfin en cas de manifestation forte, etc. Donc le problème n'était pas l'auteur. Et donc, ils l'ont arrêté uniquement pour risque, pour éviter des risques. Voilà, c'est juste ça. Sinon, il aurait fait en disant, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, on est en 2023.
On continue, et là on arrive sur les dossiers un petit peu plus sordides. Le festival, hop là, le festival de la BD est accusé d'avoir licencié une salariée après sa plainte pour viol, pardon. Et là, c'est sous le pseudo de Chloé à ce moment-là, et en gros, puisque là aujourd'hui, elle s'est mis au grand jour. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a accusé d'avoir trop bu, d'avoir fait la guicheuse, d'avoir cherché, de s'être habillée sexy, enfin bref. Tout le problème, c'était elle, et en plus d'avoir donné une mauvaise image de la société, et elle s'est retrouvée licenciée juste après, et en plus, je crois, à quelques semaines pour avoir du chômage, enfin bref, elle s'est mis à la porte avec un gros coup de pied, et rien à foutre, et surtout, aucune remise en question, autant du festival que de 9e art. Hein. Donc, depuis le début, on passe tous les problèmes, c'est pas un souci. L'année suivante... alors j'ai mis, pardon, je me suis trompé, j'ai mis 2025, c'est 2024, hein, pardon. Hop là, c'est 2024, voilà, excuse-moi, je me suis trompé, donc 2024. Donc l'année suivante, 2025, il y avait donc des affiches Chloé, on te croit, qui étaient arrachés par les staffs de Angoulême parce qu'ils refusaient, et ils avaient fait une sorte de loi à l'arrache, non, maintenant c'est dans les règles, vous n'avez pas le droit, etc. Et puis quand ils se sont fait gauler, ils ont arrêté. Donc en plus, on masque le truc, on censure tout parce que il faut étouffer le problème. On arrive... Donc on est cette année, hein. Là on est cette année, ça y est, vous avez vu tout ce qu'on a fait. Hein. On arrive là, là ça y est, Annick Ricard qui a gagné l'année dernière dit gros fuck à Angoulême, parce que ça c'est énorme de dire le Grand Prix qui lui donne une exposition incroyable, il dit non, moi il est hors de question que je fasse mon truc, et elle appelle au boycott du festival, donc à partir d'avril, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on arrive à la fin du renouvellement de 9e Art Plus. Donc, l'association annonce un appel à concurrence sous pression de pas mal de personnes, bien entendu, avec la nécessité d'avoir 3 entreprises, faire quelque chose de transparent, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit truc entre eux, ils ont eu que 2 entreprises à la fin, et ils ont fait Amstram, gramme, ça sera toi. Ah, 9e art plus, putain, ça tombe vachement bien, quoi, à chaque fois. C'est vachement cool. Écoute, félicitations, tu vas avoir un truc de plus. Sauf que depuis des années, vous l'avez vu, le festival est par extension la société ne viendra plus, et donc notre cher Franck Bondou, regardez comme il est innocent, ce Bondou. Du coup, on leur dit, pratique douteuse, management toxique, opaque, enfin gestion des comptes opaque, et c'est extrêmement compliqué. Donc on a typiquement la gestion du festival fortement critiquée, on a le management toxique dans Midi Libre, voilà, hop, accepté. Donc une enquête pointe des dysfonctionnements dans la gestion du festival, et bien sûr, hop, voilà, on a l'affaire Chloé qui met à nouveau tout sur tous les nerfs à vif. Et donc ils disent dans l'article, alors je sais plus où c'est, mais j'ai pris le screenshot, je vais vous le lire. Donc au cœur des critiques, donc ces faits sont ignorés depuis trop longtemps par un festival dont le regard ne se porte plus sur la valeur des marchés et les intérêts financiers que sur la création. Donc elles affirment que l'humain n'a plus sa place dans ce festival, seul le profit et la renommée internationale priment. La verticalité du pouvoir de 9e Art+, tout se fait du top-down, et la volonté de starification des auteurs-autrices mis en compétition comme décrites comme des violences symptomatiques du libéralisme. Donc voilà, donc ils rejettent, nous ne sommes pas des silhouettes qui signent des dédicaces derrière des paillettes sponsorisées. Voilà, donc en gros, alors ça on l'avait vu, on en reviendra, mais on avait vu déjà que
le festival, notamment depuis le 50e anniversaire, avait vachement grossi et allé vers un côté très commercial dans ses choix, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais remis en cause, hein. Et donc, le truc, c'est qu'autant il y avait encore des super expositions qui faisaient l'illusion, et c'était cool, autant on a eu quelques petites déconvenues dans certaines masterclass ou certaines animations, et ça, j'y reviendrai après. Non, mais c'est fou que rien ne bouge, donc dire fuck quand tu as accès, voilà, dire fuck à une expo quand tu as accès le Grand Prix, non, c'est énorme, oui, tout à fait. On lui donnerait le bon doux sans confession, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup, Boris. Donc je continue. Et là maintenant, eh ben ça y est, on arrive donc le 7 novembre. Et le 7 novembre, et ce que je vais faire pour aller plus vite et de manière plus simple, je vais reprendre ce qu'a mis Rémi directement sur Instagram. Ça sera plus simple puisqu'il a fait des petits récaps. Et ça évitera. Il y a à chaque fois l'article associé, mais plutôt que vous affichez l'article, je vous affiche directement le petit résumé. Et donc, on est sur, ça y est, le festival annonce que 9e art... non, mais non, on avait raison sur ça, Boris. Il y a un côté plus commercial, mais entre ce que tu disais, c'était que c'était très décevant. Je te disais non, il y a encore des super trucs dessus. Par contre, oui, il n'y a pas eu d'exposition au musée, il n'y a pas eu tout ça. Bah, c'était une édition un peu en dessous des autres, c'est pas pour autant qu'elle était mauvaise. C'était pas pareil, le truc. Par contre, oui, on n'a jamais renié que ça devenait plus commercial. Parce qu'il fallait attirer un public plus large et donc d'avoir des têtes d'affiche plus parlantes que des grands noms du manga que personne ne connaît. Donc, comme je disais, donc, on a donc la direction. Oui, alors peut-être certains n'étaient pas d'accord avec ça, mais moi je pense avoir été d'accord avec ça en tout cas. Donc, Delphine Groux. Du coup, le 9e art est reconduit, donc là il y a un appel de boycott des auteurs, et Delphine Groux, elle, mais c'est quoi le problème? Mais pourquoi ils sont pas contents? Mais c'est quoi? Mais marre! Et elle le dit, voilà, elle le dit ici, ras-le-bol du Bondou bashing, ils veulent quoi? Que Franck Bondou parte maintenant? Non mais con, non mais dis donc, mais il est gentil quand même, il fait bien son travail, il a eu des résultats. C'est incroyable, je vois pas où est le problème. Le festival n'est pas remis en cause dans la crise qui subit la profession. Voilà. Donc, aucun problème, jusqu'au bout, elle soutient la décision qu'ils ont prise unilatéralement ensemble. Et donc, à partir de là, il y a le groupe SNE, donc le syndicat national de l'édition. Alors au début, si je ne me trompe pas, c'était les éditeurs indépendants qui se sont manifestés, et ensuite il y a le syndicat national du livre qui a dit, bon ben nous, si on ne participera pas, au début il disait qu'il maintenait sa participation, alors je crois que c'est dans cet article-là, je crois que c'est là-dedans. Donc le SNE, voilà, il disait, bon, on maintient notre participation pour 2026, mais on ne participera pas à 2027 si ce n'est pas mieux, en gros, c'est ça. Donc bon, tu feras mieux, mais bon, cette année ok, hein, c'est la dernière, hein, ça fait juste 30 ans que tu fais ça, mais c'est la dernière, hein, attention. 30 ans, ça fait 20 ans que tu fais ça. Donc voilà, donc ça, ok. Ensuite, il disait, voilà, et Anouk Ricard, bon voilà, ne viendra pas. Et les anciens gagnants, etc., comme Posy Simon, etc., ne viendront pas non plus, ainsi que Pénélope Bagieux ne viendront pas. Donc il y a pas mal de gros auteurs qui ont dit non, c'est bon, stop. Ensuite, on a une autre news et qui dit voilà, bon ben verdict, parce que là ça commence vraiment à grogner. Aujourd'hui, ils disent voilà, on a eu Franck Bondou au téléphone, en gros. Et on lui dit, voilà, il ne sera pas délégué général en 2028, il ne se succédera pas à lui-même, je lui empocherai juste les thunes, mais je ne serai plus là, ni sa fille, qui n'a jamais eu vocation à ça. Donc voilà. Et elle n'est pas Pénélope Fillon. Et en plus, ils ont de l'humour. Elle n'est pas Pénélope Fillon. Le mec, il a pris tout le pognon possible, et voilà, c'est là, c'est ici. Hein. Et donc, pourquoi? Parce que
ils disent que le festival, donc 9e Art Plus et la Cité de la BD et de l'image devront collaborer pour soumettre un projet commun au plus tard le 20 novembre. Donc en fait, 9e Art Plus, ça fait depuis 2012 qu'on vous a jeté comme des malpropres. On vous propose de travailler avec nous pour sauver le festival. Vous vous doutez bien que la Cité de la BD, elle allait bien vous faire enculer, clairement, parce que non, en fait, depuis des années, c'est mort. Donc c'est hors de question. Donc voilà, donc ça, on continue. Et là, donc on a officiellement un appel au boycott. Parce que tout ça, ça s'est enchaîné, hein, du coup. Hein. Un appel au boycott et qui dit non, hors de question. Je continue. Et là, on a donc, alors j'ai pas la news, mais on a Kiun. Kiun qui dit bon, mais nous, donc Kiun, maison d'édition. Alors je l'ai peut-être pas là-dedans. Je sais pas si c'est là-dedans parce que j'ai pris des screenshots, mais des fois j'ai pas pris le Kiun. Voilà, c'est super. Super. Donc Kiun, maison d'édition spécialisée dans le manga, certes indépendante, mais au poids économique considérable. C'est quand même la 4e, je crois, édition de manga française, hein, donc c'est pas rien. Sera également absente. Quand il s'est avéré que les discussions autour de l'appel d'offres n'étaient pas menées en toute transparence, j'ai pris la décision de ne pas aller à Angoulême, confirme Ahmed Agne, qui concède que le fait de ne pas avoir d'auteur invité a facilité la chose. Alors, effectivement, quand t'as pas invité, t'as pas mis 1 euro, t'en as rien à faire, tu te casses. Alors c'est assez drôle que Ahmed, que je pense au demeurant est très sympathique, c'est assez drôle qu'il dise ça, alors que je pense que de toutes les interventions, c'est la plus commerciale qu'on a pu avoir, que j'ai pu faire depuis 2018. C'est-à-dire que il nous a fait une animation uniquement pour mettre DRCL en avant, il nous a fait une masterclass payante pour ne parler que de DRCL, et on n'a même pas eu le droit à un manga gratuit. Et le mec, il vient nous dire que, limite, regardez, moi je fais ça. Ahmed, quand même, réveille-toi. Parce que pour moi, ce que tu as proposé à Angoulême, c'était la plus mauvaise chose et la plus marketing de tout le reste qui allait parfaitement avec ce que Bondou voulait, quoi. Donc, quand t'étais, voilà, t'as pas fait ça pour l'artiste, t'as vraiment fait ça uniquement pour la sortie de ton titre et t'as fait le forcing dessus. Donc ça, voilà, je tiens à dire que c'est un peu c'est l'hôpital qui fout la charité, quoi. Donc on continue. On est toujours le 8 novembre, il y en a pas mal. Donc un article avec des infos qui dit que voilà, les candidats ont été écartés, machin, bref, on va passer, etc. Bon, l'article n'a pas marché, mais c'est pas grave. 10 novembre, attention, parce que là, on va commencer à avoir les trucs. Donc, communiqué du SEA, donc c'est les éditeurs indépendants, enfin alternatifs, pardon, qui est adressé, donc voilà, Franck Bondou a adressé aux partenaires publics un courrier de menace dans lequel il les prévient qu'il attaquera en justice pour faire annuler la procédure et réclamer des dommages et intérêts si le 9e Art Plus n'est pas reconduit. C'est-à-dire que, en gros, le mec, là, il a dit « J'ai gagné, c'est à moi, je vais vous mettre en procès si je n'ai pas mes 10 ans de plus. » Waouh. Le mec, il a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux, rien à faire. Voilà. Donc on a le 20e Grand Prix qui tire la sonnette d'alarme, le festival est en danger de mort. On se retrouve du coup avec... Ah non, mais c'est le culot, c'est ça. Dupuis qui dit « Je ne viendrai pas ». Ensuite, on a l'hécatombe qui arrive. Allez, vas-y, Instagram, la charge. Et il coupe tout mon flow Instagram. On a l'hécatombe, donc Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Cana, Urban, Casterman, Gallimard, BD qui ont dit non, on viendra pas. On viendra pas. Et vous avez jusqu'à lundi pour bouger les choses, les gars. Alors chaque fois, c'est relié à un article, hein, mais que je n'ouvre pas. Hein. Ensuite, on a David Prudhomme et Mathieu Bablé qui ont dit allez, faites les gars, des gros doigts, nous on vient pas non plus. Donc là, sachant que c'est 2 gros auteurs, et là en plus Bablé avait sorti son dernier titre, donc hyper important. On a Delcourt qui suit aussi. Voilà, donc on a le fameux article qui est ici. Hop.
qui justement, crise du festival, Bondou menace les élus d'aller en justice. Ah, voilà, il a peur de rien le mec, hein. C'est le culot. On continue, donc tout le monde maintenant dit, bon bah ok c'est bon, toi maintenant on ne veut plus de toi. Ils exigent à partir de maintenant, non négociable, le départ de Franck Bondou. Voilà, et ils s'en moquent, quitte à aller en justice, hein. C'est pas grave. Allez, on continue. On a donc les auteurs qui demandent une réexamination du dossier d'appel d'offres selon un principe d'équité et de loyauté. Et donc les auteurs et éditeurs obtiennent gain de cause, puisque du coup il y a l'annulation du renouvellement et 9e art plus sera pas reconduit en 2026, en 2027. Mais ce qui veut dire, enfin, au-delà de 2027. Mais ce qui veut dire que là, en l'état, 9e art a toujours 2026 et 2027. Toujours dans ses contrats. On continue, 12 novembre. On commence à voir l'association du FIBD qui commence à communiquer, qui dit, ben voilà, ils veulent sauvegarder les contrats, machin, ils proposent donc un tour de colloque, enfin un truc, enfin je veux dire plus honnête et tout ça, mais bon, tout ça c'est plus pour éteindre le feu qu'autre chose. Donc du coup il y a d'autres articles, donc Fausto, Noémie et Stanislas, donc les directeurs artistiques, commerciaux et techniques prennent le relais, et donc ils disent que Bondou est en retrait, et qui permet aux équipes qui ont préparé le festival 2026 de prendre le relais pour dire bon ok, moi je m'enlève, je vous laisse la main et puis on voit des bisous. On voit des bisous et essayer de sauver le festival, parce que là en fait il vaut mieux que je m'éloigne. On continue, on est le 13 novembre, donc c'est passé 4 jours de tout à l'heure, hein. On en parlera après, Gardura, justement. On va en parler de 2026, 2027 et plus. Et c'est pour ça que c'est important de faire tout ça. Donc voilà, donc il confirme officiellement que c'est ça, donc je vais passer. Toc toc toc. Donc Bondou confirme à l'AFP son retrait de l'interface. Donc les éditeurs et les auteurs puissent trouver satisfaction et considèrent que ce qui est important maintenant, c'est d'aller de l'avant pour l'édition 2026. Attends, t'étais face au mur maintenant, t'as plus le choix. Et là, on a donc, puisque tout le monde, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, en fait, on ne nous croit pas, parce que là, l'association Bondou, ils sont là en mode, mais qu'est-ce que vous avez là, vous êtes tous en colère, vous n'avez pas pris votre 4 heures, alors que nous, on est super sympa. Et bien du coup, on a donc Chloé qui se révèle au grand jour, et donc on a donc on a l'avocat de Chloé, qui se manifeste. Et après elle va se parler à visage découvert. On a donc un article, voilà, de Télérama, qui dit dedans, pour résumer, donc Otomo rejoint la liste des grands prix signataires du truc, du boycott. On a Mathieu Bablé qui maintient, on a le CSA qui refuse de revenir si Delphine Groux ne part pas, et pareil, on a d'autres auteurs qui disent non, dégagez. Et donc on continue, on a donc France 3 et la Charente Libre qui interrogent la présidente, et qui exclut l'hypothèse de sa démission. C'est comme Macron, je veux dire, une fois qu'on est là, mais pourquoi je partirai? Je suis là, mais pourquoi je suis la personne qu'il faut, quoi. Donc incapable de prendre du recul sur ça. Donc je pense avoir fait plus que le job entre mon arrivée et maintenant. Nous avons accédé à toutes les demandes. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, ces connards? Mais vraiment, arrêtez. Donc on continue. Donc le SNE fait entendre son mécontentement en rejetant la proposition de lancer un nouvel appel d'offres. Non, Delphine Groux, c'est l'artisan de ce chaos, donc il faut qu'elle le dégage. Et après, on discutera de manière sereine. Donc là, on apprend que la confiance est totalement rompue, on est le 14 novembre, et donc on attend une réponse cette fois du pouvoir public pour qu'il se manifeste, d'accord, parce que là l'édition est compromise et que il faut se réveiller là, parce que ça fait, vous avez vu depuis tout le temps où ils se plaignent et que personne n'a jamais bougé.
Donc la CBD qui remet des prix a dit que ne fera rien, parce que voilà. Je continue, on a 285 autrices de BD qui signent une tribune dans laquelle ils expliquent pourquoi ils n'iront pas au festival de la BD d'Angoulême. Donc voilà, donc le FIBD n'est toujours pas à la hauteur, je vais vous mettre l'article parce que Instagram a du mal, n'est toujours pas à la hauteur, que ce soit sur les questions de violence sexistes, sexuelles, racistes, vadilistes et LGBT-phobes. Voilà, on a donc Delphine Groux, voilà, donc 9e art et donc Framoudou définitivement écarté l'événement, bon on a ça, et donc ils disent que ça sera l'association pour le développement de la bande dessinée d'Angoulême, donc l'ADBDA, je ne connaissais pas, qui pilotera l'appel à projet avec concertation avec toute la profession. Pour dire non, c'est pas toi, Delphine qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre maintenant. Et c'est officiel. On arrive au 18. Donc le SEA, donc le syndicat des éditeurs alternatifs, disent que, écoutez, il y a une belle avancée. Par contre, Delphine, elle est toujours là, elle n'a pas rendu les clés, donc ça serait bien qu'elle se casse. Et ils renouvellent le truc, eux, ils ne participeront pas si Delphine, elle rend pas ses doubles, quoi. Donc au moment, qu'elle dégage. Et là, on a notre cher ministre qui a fait qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Et en fait, il décide de baisser de 60% les aides pour le festival. Et alors, j'ai pas compris. Apparemment, il y avait déjà eu une baisse avant, elle s'est trompée, machin. Enfin bref, à côté de la plaque, absolument. Et en fait, au lieu de baisser les subventions et de se dire 9e art plus ne touchera pas, pourquoi t'as pas gardé la subvention et t'as dit cette subvention ira aux auteurs présents pendant le festival et une certaine hauteur pour pouvoir les soutenir. Ça aurait été une vraie action de soutien envers les auteurs. Là, t'as juste dit les capitalistes, on leur donnera moins d'argent et nous on économisera. Voilà, en gros c'est ça quoi. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas du tout compris le problème à la base. On arrive le 19, on a bientôt terminé. On arrive vers la fin. Donc là, on a Libération qui dit en gros le festival n'aura pas lieu. Ah, 19 novembre. Ok. Mais ça y est, c'est scellé. On n'en parle plus. Mais non, ils démentent. C'est pas vrai. Le festival aura lieu. C'est totalement faux. C'est que des méchants. Donc du coup, voilà, on a ça. Donc on continue, les éditeurs saluent toujours les avancées, tout ça, mais non, ils estiment que ça ne pourra pas se tenir, c'est tout. Donc on continue, la ministère de la Culture corrige les propos de Rachida Dati, il n'est pas question de réduire de 60% les subventions à venir, mais de réallouer ou non 200 000 € de subventions en 2025, faute de réponse satisfaisante. Voilà, donc de transparent, donc ok. Donc voilà, on continue. Donc il y a tout le détail là-dedans, hein, donc ça s'arrêtait jamais. On continue, donc après, du coup, c'est l'article que je vous ai montré au début, il y a la Charente Libre qui a sorti 18 ans d'articles, bim bim bim, qui sont tombés, que je vous ai montré au tout début. Oh putain, c'est pas fini, on continue. On a donc... Voilà, donc du coup, parce qu'en plus Rachida elle dit aux éditeurs, venez quand même, hein, ça serait bien de faire un effort, parce que là franchement vous faites pas beaucoup d'efforts, Rachida, c'est ce qu'elle a dit. Et donc là en gros ils disent, l'idée c'est de sauver le festival d'Angoulême en demandant aux acteurs locaux d'assumer les actes de boycott et de faire en sorte de sauver les meubles. Donc en fait, voilà, ils étaient conviés avec une réunion avec le maire. Le maire, il fait ça serait quand même bien de sauver les meubles parce que notre économie là, est un peu compliquée quoi. Vous avez fait le boycott, maintenant il faut assumer que vous n'avez pas fait le boycott quoi. Hein, c'est mort, c'est mort. Est-ce que le son sature? Si le son sature, il faut que je baisse mon micro, hein, vous me dites, hein, parce que peut-être que je parle un peu fort. Donc on continue et après, du coup, suite à ça, on a le meilleur. Delphine Groux qui nous fait une lettre où elle assassine tout le monde en mode vous êtes tous des méchants, nous on est trop gentils, vous avez tout fait pour nous embêter. Et elle nie toute responsabilité dans la crise qui frappe le festival, d'accord, et elle dit le 2026 est trop est compromis et c'est pas notre faute quoi, c'est vraiment pas notre faute. Donc il y a une conférence
en direct sur Facebook de la conférence que j'ai écoutée, qui reviennent dessus avec les élus qui sont là en mode oh, c'est bon, nous on a essayé, ça n'a pas marché, mais on peut rien faire, parce qu'ils expliquent que ils peuvent pas annuler le festival. Pourquoi? Parce que comme ils ont privatisé le festival, maintenant ça appartient à l'entreprise. Et il n'y a ni les pouvoirs publics, ni les élus locaux qui peuvent l'annuler. Il n'y a que 9e Art Plus et le FIBD qui peuvent le faire. Point final. Voilà, donc du coup ils sont pieds et poings liés et donc ils demandent, donc Xavier Bonnefond, donc le maire, demande officiellement l'annulation en disant bordel de merde, est-ce que tu peux annuler ce putain de festival parce que de toute façon ça marchera pas. Et il le dit, Xavier Bonnefond voilà, demande aux organisateurs de prendre acte de la réalité, d'annoncer l'impossibilité de maintenir le festival en 2026 et donc d'acter l'annulation parce que c'était toujours pas annulé. Et là, le 21 novembre, puisque du coup, Delphine Groux, dans sa lettre, dit que même les accusations de viol sont infondées totalement. Donc du coup, Chloé a dit, bon ben ok, ça s'appelle Élise Boucher, elle a dit, bon ben puisque c'est comme ça, je vais montrer mon visage, puisque j'existe, et au moins, on ne peut pas dire que c'est inventé. Donc elle a dû aller jusqu'à là, parce que les gens sont totalement dans ce déni. Donc on continue. Donc là en gros ils disent que l'édition 2027 devrait être pilotée par ce monsieur, mais bon pour l'instant l'édition 2027 on n'y est pas encore. Donc le 28 novembre, parce qu'on n'a pas de réponse de 9e art, le 28 novembre ils disent bon, et c'est ça qui est génial. Premier signe de vie de la société. Bonjour, nous vous informons que la production de l'édition 2026 du Festival d'Angoulême est à ce jour mise à l'arrêt. Attention, ça ne veut pas dire annulée, hein. Mise à l'arrêt. C'est juste, pour l'instant, on a juste mis en pause l'organisation. Donc on reviendra vers vous plus tard. Ok. Ensuite, on continue. Donc il y a Fausto qui garde espoir que malgré tout ça puisse se faire. Donc bon, voilà, ça ne marche toujours pas. Donc on commence à avoir des annulations de réservation des festivals, des hôtels en cascade de tous les éditeurs. Donc là, ça y est, tac, ça commence à tomber. Et là, il y a donc... ils cherchent donc une solution alternative. Et pour finir, parce que j'ai pas eu le temps de copier les derniers liens, on va aller sur le compte de Rémi pour regarder son Instagram. Et il faut savoir qu'ils ont, ils ont reçu une lettre du ministère de dire bon, là vous avez jusqu'à telle date pour confirmer ou pas ce que vous voulez faire. Hop. Et donc, alors j'ai plus l'article, mais c'est pas grave. Et donc là, je sais plus quand c'était. Alors on y va, c'était hier, hein, je crois, hier matin, un truc comme ça. Allez, charge. C'était il y a 2 jours, donc voilà, le festival est officiellement annulé. Mais attention, les avocats de la société accusent les pouvoirs publics de cette mise à mort. Donc la suite passera par les tribunaux. Donc en fait là on est parti sur des années de combat juridique pour dire vous m'avez annulé le festival, vous m'avez fait perdre de l'argent et donc du coup c'est votre faute. Donc depuis le début il était là-dedans. Donc ça y est, le festival est officiellement annulé depuis 2 jours, depuis le 1er décembre. Bon, sacrée histoire. Maintenant ce que je vous propose, avant de parler un petit peu des conséquences, c'est qu'on regarde un petit peu de quoi il en est. Société 9e art, qui a été créée donc en 2007. Voilà, en 2007. C'est une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires qui n'a pas arrêté de grossir. C'est-à-dire, si vous regardez bien, 2020, 2 millions, on était à 4 millions de chiffre d'affaires pour la société. Et donc, résultat net, pas grand-chose, parce que il fallait bien payer les gens et redistribuer l'argent. Et donc, techniquement, il y a eu 3,4 millions d'euros qui sont rentrés en 2023. Donc, on n'est même pas à 2025. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, je crois que le festival, il est à 5 millions, un truc comme ça maintenant. Je ne sais pas si je l'avais noté.
Et ensuite, on a la deuxième société, parce qu'il y a 3 sociétés exactement. On a Partnership Consulting, et ensuite on a... il est où notre Bondou? Voilà, 66 ans le monsieur, hein. Il peut partir à la retraite maintenant. Et on a une troisième société qui s'appelle Plan BD. Et Plan BD, c'est la société qui fait les livres. Mais il n'y a aucune, y a rien du tout. Donc c'est ça qui fait les catalogues et tout ça. Et quand on regarde Partnership Consulting, hein, où il est à 76%, là, alors on n'a pas de chiffre d'affaires, comme vous pouvez voir ici. Alors que j'avais noté, j'avais pris une capture d'écran ici, parce qu'ils ont mis à jour. Vous voyez, il y avait un chiffre d'affaires en 2020, donc on n'a plus le chiffre de 2020, parce que malheureusement ça s'est... Ah si, on l'a. Sur les 243 millions d'euros de chiffre d'affaires, Partenaire Consulship en a fait 1,16. Alors je ne sais pas s'il n'y a que Angoulême, mais 1,16 million de chiffre d'affaires qui, pour moi, c'est que Angoulême. On va dire même 1 million. Donc en gros, il a pris quasiment, pas la moitié, mais il a pris 40% des sous pour les mettre dans sa deuxième société, sachant dans sa société, c'est 2 pimpins qui font des rapports avec ChatGPT et qui leur dit, tenez, 1 million d'euros, 76% dans la poche de Bondou. Bon, après, il y a les impôts, mais bon, il doit bien défiscaliser quelque part, il est malin ce Bondou. Donc déjà, imaginez maintenant la même chose avec 3 millions, 4 millions, 5 millions. Donc, et là, dans les nouveaux tableaux, malheureusement, on n'a pas. Par contre, il y a une ligne qui est intéressante dedans, c'est les fonds propres. Ça, c'est l'argent liquide qu'il y a dans la boîte. En 2021, il y avait 600 000 euros. En gros, ils ont quasiment 600 000 euros tout le temps. Donc en fait, ça, c'est de l'argent qu'ils peuvent récupérer, les gars, hein. Donc là, il y a 600 000 euros à récupérer. Donc là, je pense que Bondou, il est en train de surfacturer 9e art. 9e art est en train de surfacturer le festival. Et qu'est-ce qu'il va faire pour moi? La seule chose que je vois, c'est il va mettre max de dettes sur les sociétés. Il va avoir tout pris l'argent. Il se met en faillite, parce que de toute façon, c'est les entreprises... Alors, Partenaire Consulting a été créé avant. Mais 9e art, il va le mettre en faillite avec le maximum de dettes. Et derrière, c'est qui va se faire avoir? C'est les éditeurs. C'est tous les gens qui avaient commencé à préparer le festival et compagnie. Et alors, peut-être que j'ai faux, hein, attention, hein, je pense, mais moi je dis le mec là, pur droitard, capitaliste à mort, mais il va jouer sur le truc, il va mettre en liquidation, et derrière, sa boîte, elle va fermer, et il va récupérer tout l'argent avec Partnership Consulting, et puis basta, et il s'aura pris quelques gros billets d'euros dans la poche. Voilà, donc là, voilà, c'est la trésorerie, vous le voyez là, ici. Trésorerie, vous voyez, en fait, même, il avait 1 million ici, c'est la trésorerie qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, ça baisse, mais il a encore 600 000 euros cash là, tu vois. Donc, vous voyez que si ça, c'est pas un beau montage financier, ça se voit rien qu'avec les chiffres. Et voilà, effectif entre 1 et 2 employés. Hein. C'est lui et son associé, les gars. Et lui et son associé. Il se gave, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tout cet argent va dans sa poche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Puisque là, ils sont de connivence. Il faudrait qu'ils mettent les doigts dans les comptes bancaires personnels de Delphine Groux, de Francis Groux et de Franck Bondou. Parce que je pense qu'il y a eu des manipulations d'argent incroyables entre ces 3 personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? En gros, de privatiser ça, et c'est comme ce qui se passe dans toute notre société aujourd'hui, dans toutes les entreprises et dans tout, même le gouvernement, etc. En gros, dès qu'il y a des bénéfices, c'est privatisé. C'est-à-dire que c'est 3 personnes qui touchent l'intégralité des bénéfices dans la boîte et qui se gavent comme pas possible. Par contre, quand il y a des pertes, elles sont toutes partagées avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on vous demande, il faut serrer la ceinture, on ne peut pas vous augmenter, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Dès qu'il y a de l'argent à gagner, il n'est pas pour vous. Mais dès qu'il y a des pertes, c'est vous qui devez payer par des nouveaux impôts, par des nouveaux machins. Et bien là, c'est exactement le même fonctionnement. S'il y a des pertes, ce n'est pas eux qui vont payer. On va partager le risque, mais le gain n'est pas partagé. Et c'est exactement ça, et et c'est ça la droite, c'est ça le capitalisme, et c'est ça. Donc, mais voilà, il faut, ça c'est un schéma mécanique qu'il faut comprendre, et voilà. Donc,
En gros, il faut comprendre aussi, dans ce système-là, c'est quand même deux personnes, comme dans nos entreprises, comme dans nos gouvernements, c'est deux personnes qui mettent à genoux des professions entières, des centaines, des milliers de personnes, voire plus, à l'échelle nationale pour notre gouvernement. Ici, c'est deux personnes, Delphine et Francis, qui ont mis à genoux toute une profession pendant 20 ans, à toujours tirer sur la corde, tout le temps. Et là aujourd'hui, il y en a, ouais, les auteurs, c'est leur machin up. Aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'association du FIBD qui a privatisé le festival, qui a toujours suivi, accepté et validé les actions du festival, même là, en mode putain, il y a eu des viols, il y a eu tout, et ils refusent d'accepter le truc. Et ensuite, c'est la faute de 9e art qui, pur capitaliste, a absolument tout bouffé et l'humain n'a pas sa place dans le truc. La faute au pouvoir public qui n'ont, malgré toutes les alertes, jamais bougé leurs fesses et étaient en mode voilà, on attend. Et aussi, à ne pas oublier, les éditeurs, les gros éditeurs qui étaient en mode attentisme, en mode ouais, il y a des problèmes, mais c'est pas nous, c'est les auteurs. Bon, pas grave, on se gagne de l'argent. En même temps, il y a beaucoup d'éditeurs, on peut pas dire qu'ils prennent soin de leur auteur déjà de base. Parce qu'il faut savoir que les mecs n'étaient pas payés, c'est eux qui payent les déplacements, les hôtels, les machins, enfin bref, ils travaillent gratos. Et exactement, c'est privatiser la culture. De toute façon, rappelez-vous, ceux qui sont convaincus que là, l'extrême droite, la droite, le machin, il faut voter pour ceux parce que pour toutes les conneries qu'ils disent, rappelez-vous, les premiers trucs qu'ils vont faire, ça sera dégager la culture. Zemmour, il a dit ouvertement, tous les mecs là, de l'extrême droite, ils te sortent des absurdités comme ça, et c'est ce qui se passe avec Trump où il censure des livres et il brûle des livres et compagnie. Et je vous rappelle que l'extrême droite a été offusqué que les gamins s'achètent des mangas par le pass manga. Les mangas, c'est un premier truc qu'ils vont défoncer, clairement. Voilà, je dis ça comme ça, mais continuez à rester, votez, surtout, votez bien pour la droite, hein. Surtout ne changez absolument rien, et j'attends vos commentaires bien dégueulasses d'abrutis qui vont me dire le contraire. Allez-y, je vous attends. Donc voilà, donc vraiment réfléchissez à ça, c'est hyper important. Donc c'est tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, mais là, 2026, malheureusement, tout le monde est à charge sur 9e art, mais cela ne gênait personne d'en profiter, que ce soit les éditeurs, les décideurs publics. Et exactement. Mais c'est ce que je dis, hein. J'ai pas mis dedans, les seules personnes que j'ai pas mis dans l'équation, c'est les auteurs. Alors, j'ai pas parlé des festivaliers parce que là, on était à un niveau qui finalement était autre. Moi, je découvre au final tout ça maintenant parce que c'était caché. C'est caché. Donc voilà. Donc, bref. Donc, je continue. 2026, c'est mort. Il n'y a plus rien, c'est annulé. Ils peuvent faire un petit festival off. Bon, ça va être des trucs un peu, je vais pas dire anecdotiques, mais ça va être des petits événements par-ci par-là, sûrement dans des bars, des trucs. Si vous y allez, vous attendez pas à grand-chose. 2027, c'est toujours 9e art plus, techniquement et officiellement. Mais là, ils vont pas organiser un festival. Vu la sauce qu'ils se sont pris, maintenant, ils lèvent les mains et c'est fini. Ils vont arrêter les frais. 2027. Qui est capable de faire un festival comme Angoulême à un an? Personne. Alors même s'ils récupéraient tout l'existant qu'ils ont fait pour 2026, ça demande de revalider ça avec tous les partenaires, ça demande de revalider ça avec, et je parle même pas des partenaires japonais, donc compliqué de faire une édition 2027 en bonne et due forme carrée, sans que là, donc peut-être que 2027 on peut espérer un petit festival, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que... Enfin, j'espère, mais je pense qu'il n'y aura pas non plus grand-chose. Alors maintenant, beaucoup ont crié la mort d'Angoulême, la mort du festival. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas à ça, parce que ça, c'était les paroles de Delphine Groux, c'était les paroles de Franck Bondou, etc. Je dis, non, c'est pas mort. Pourquoi ça ne veut pas mourir? Parce que déjà, il y avait une très grosse partie, la moitié, qui était financée par des pouvoirs publics. Déjà. Donc cet argent, il est là. Il y a la moitié. Et je rappelle que Angoulême, s'il n'y a pas le festival, c'est mort. Alors c'était devenu trop gros
pour ce que c'était pour la ville. Donc il faut revenir à une taille plus raisonnable, avec un budget plus raisonnable aussi. Mais par contre, pour moi, Angoulême ne peut pas mourir. Je veux dire, il y aura toujours... ils vont recréer, pour moi, il faut arrêter cette association. Pardon, j'ai tapé le micro. Il faut arrêter cette association, il faut en créer un nouvel, le nouveau FIBD, hein, ils l'appellent comme ils veulent, le Chine FIBD, et il repart sur quelque chose de propre, quelque chose qui est fait cette fois de manière, égale, et qui soit transparente, et il repart sur des bases pour 2028, et je pense que 2028, ça sera le renouveau d'Angoulême, ça sera un petit festival pour que 2029, on puisse avoir à nouveau un festival qui soit plus grandiose, on va dire, pour qu'il soit mieux. Et je pense que c'est un mal pour un bien aujourd'hui. Et bien sûr que ça fait chier. Il y avait Humez cette année, il y avait des trucs qui étaient incroyables, qui attendaient, et encore tout le programme n'a pas été dit. Mais par contre, pour moi, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que ce qui a fait exploser, c'est le renouvellement. Parce que là, les éditeurs, les auteurs, ils étaient prêts à serrer les fesses, en fait, pendant 2 ans. Ils étaient prêts à serrer les fesses. Et ce qui a tué le festival là, c'est le festival lui-même, en fait. Il s'est auto-suicidé en revalidant une société qui était en polémique depuis 20 ans. Et donc, c'est pas la faute des auteurs, c'est la faute purement du festival, de l'association qui a dit tiens, moi je renouvelle l'entreprise, et là c'est ça qui a fait exploser tout ça. Ça a été la goutte d'eau, en fait. C'est pas que ça, c'est la goutte d'eau qui est pas passée. Et moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, et il vaut mieux qu'il soit annulé clairement qu'il le maintienne, et qu'il y ait justement ce côté tu dois faire ton choix de boycott ou pas de boycott. Au moins il n'y a pas de question à se poser, c'est annulé, point final. Et je suis très content, moi je suis du côté des auteurs de là-dessus, hein, je les soutiens à 100%, et vous voyez que, et ça c'est un truc global, et on va le politiser à nouveau, c'est qu'à partir du moment où les gens font quelque chose en commun et se lient ensemble, ils sont capables de retourner le système. Et c'est ça, demain. Si vous voulez arrêter de vous faire écraser par le système, regroupez-vous et battez-vous. Voilà, arrêtez de subir. Donc voilà, donc ça c'est un mal pour un bien, mais aujourd'hui, c'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas grave. C'est un festival, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie, entre guillemets. Pour les autres, je parle en festivalier, hein. En festivalier, voilà, c'était un divertissement pour nous, sauf que derrière, il y avait des auteurs qui galéraient, qui vivent sous sous le seuil de pauvreté, parce que je sais plus le pourcentage, mais il est énorme que les auteurs ne vivent pas de leur métier. Et le problème, c'est que oui, au moment il fallait faire quelque chose. Et là, moi je trouve que c'est très bien qu'il ait fait, et c'est un vrai acte politique et social qu'ils ont fait, et j'espère que voilà, que justement les nouvelles bases qu'il y aura dans le festival, le prochain festival qui mettra le temps qu'il faut pour renaître, soit à l'avantage des auteurs, parce qu'il faut rappeler que c'est eux qui font le truc. Et c'est pareil dans notre société, c'est les employés qui font la valeur, et c'est eux qui touchent le moins. Alors que on devrait avoir des revenus partagés à hauteur de ce qui a été gagné. Et voilà. Mais bon, vous savez qu'on vit pas dans ce monde-là, malheureusement. Donc, mais là aujourd'hui, c'est pas 9e Art Plus qui a amené l'argent. 9e Art Plus a amené des sponsors. C'est les sponsors qui payaient. C'est pas 9e Art Plus qui payait. 9e Art Plus, lui, il mettait sa facture de prestation. Hein, attention, hein. Lui, il gagnait de l'argent dessus. Donc 9e Art Plus, c'était juste la structure, c'est un service payé. Donc il n'y avait rien qui était gratuit. C'est le tien d'argent au final, donc n'importe qui d'autre. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Emmanuel. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que là, j'ai fait un très très long passage. Ça a duré très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'aurais même pu faire une soirée complète, je pense, sur Angoulême. Mais là, vous avez un bilan. Vous avez mon avis sur ce qu'il y a. Moi, je pense que c'est un bel exemple social qui a été là face à un capitalisme
D'accord. Un capitalisme qui aujourd'hui a totalement à la fois bouffé nos vies et à la fois nous a fait totalement perdre la raison, dans le sens où aujourd'hui on est plus préoccupé à acheter et consommer dans sa petite vie que finalement ne pas se rendre compte qu'on est en train de perdre tous nos acquis sociaux au fur et à mesure. Donc du coup, ben, moi je trouve ça très bien pour les auteurs. J'espère qu'ils vont reconstruire un truc bien. Je serai le premier à revenir dessus au festival. Et maintenant, ben, il faudra être patient. Et j'espère que ben, les expos qu'on n'a pas eu là, ils arriveront à le basculer, puisque dites-vous bien que les catalogues ben, sont prêts, voire peut-être même imprimés. Les expos, ben, les planches devaient peut-être déjà être là. Hein. Donc c'est assez fou, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, merci pour ces retours. Et n'oubliez pas, hein, c'est toujours pareil, euh, en train de prendre des notes. Et n'oubliez pas, toujours pareil, merde, j'ai perdu le truc. Euh, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc oui, on croise les doigts pour le festival. Là aujourd'hui, j'ai pas plus de commentaires à faire parce qu'on pourrait s'étaler sur beaucoup de choses encore sur le festival en lui-même, mais dans la conclusion. Mais je pense que la conclusion enfin, tout le truc parle de soi-même. Il n'y a pas besoin de paraphraser tout ce qui s'est passé pour comprendre le problème en fait. Et surtout comprendre qu'il y a deux problèmes dans Angoulême. Il y avait la gestion, le management qui devenait de plus en plus toxique et surtout opaque et qui était au profit en fait du pognon et plus de la créativité des auteurs. Et en parallèle, un combat des auteurs pour leur précarité et le fait de dire arrêtez de croire que nous on ne fait pas le festival parce qu'en fait on vient gratos et le truc c'est que sans nous vous êtes rien. Et c'est exactement ce qu'ils ont montré. Sans eux le festival n'a pas lieu en fait. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est important de retenir dans cette leçon là. C'est une vraie leçon sociale en fait là qu'ils nous ont donné et de montrer que c'était possible. Je me répète mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc vraiment c'est vraiment, vraiment super. Donc moi, je peux que les applaudir. Donc voilà, donc c'est l'occasion pour vous, justement, tous ceux qui trouvent ça injuste, que le festival n'a pas lieu, que si, que mi, que les commerces sur place, ils vont en pâtir et compagnie. Oui, mais euh, les commerces, indirectement, ben, ils étaient bien contents et ils soutenaient le truc indirectement. Pas volontairement, mais à partir du moment où on adhère, Kiyun le premier. Hein, Kiyun, il a totalement soutenu le système. Et là, aujourd'hui, il fait « Oh non, moi, je ne soutiens pas. » Ben oui, mais non. Donc, voilà, donc effectivement, voilà, faut chérir un événement comme ça. Et en attendant, vous avez la, et je dis bien la Japan Expo, n'est-ce pas, Ed? Vous avez la Japan Expo pour vous rattraper. Et je rappelle qu'il y a une super exposition à Grenoble de 400 planches de BD, manga, comics sur la science-fiction. Donc je pense que je vais les dériver par là-bas. Parce que mes vacances sont posées, je ne peux pas les annuler. Donc je vais les dériver par là-bas, je pense. Donc peut-être que je vous ferai un petit retour Expo Grenoble si je peux. Voilà, voilà. Donc c'était et le pass oui et n'oubliez pas le pass Japan Expo avec le tour de cou et le gâteau à partager donc à 1000 balles. Mais peut-être qu'il n'y en a plus déjà, attention. Hein. Voilà, non, non, c'était hyper intéressant et puis surtout de voir enfin voilà, vous avez vu les allers-retours qu'il y a eu pendant un mois, c'était mais moi je suivais ça tous les jours, j'étais comme ça avec mon popcorn, quoi. Oh putain, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est triste, mais c'est incroyable. La manière dont ça s'est fait, le déni absolu, les menaces, maintenant on va partir en procès. Pensez, ah oui, je pense, le truc, pensez aussi, pensez aussi que bah, du coup ça va chambouler beaucoup de choses parce que ça aura quand même un impact. Par exemple, moi je discutais là avec Stéphane Duval du Lézard Noir et en disant bon ben désolé là pour la situation parce qu'il a mis de l'argent combien je ne sais pas hein, mais il a mis de l'argent dans l'exposition, dans le stand, mais aussi ben, il avait fait en sorte que les 5 titres Humez arrivent en janvier. Donc il avait payé tout le maquettage, il avait décalé tout son comment ça s'appelle
tout son planning pour ça. Et bien là, aujourd'hui, il est obligé de revoir son planning. Et il m'a dit qu'il n'y aura pas 5 UMS en janvier, hein. Il y en aura 2. Et puis après, il étalera la suite au fil de l'année. Voilà, je préfère vous prévenir, mais c'est comme ça. On n'aura pas autre chose. Et après, voilà, il y a ça. Et après, bon, bah, après, il y a Glénat, mais Glénat, on ne va pas les plaindre, ils ont plein de pognon. Les Bahamas pour notre cher Jacques, il est blindé, donc on va pas le plaindre. Donc voilà, exactement, il n'avait pas Fortune de toute façon. Non, mais il avait trop de bien. Enfin, moi j'ai trop hâte qu'il sorte ses titres. Voilà, donc je crois que c'est tout. Au pire, on aura l'occasion dans les autres soirées de revenir sur Angoulême. Et comme ça, on pourra toujours rediscuter comment dire, de certains événements ou si j'ai d'autres sujets. En tout cas, on en reparlera avec Badass et Mangas et on parlera du côté festivalier. Euh, qu'est-ce, est-ce que on devait y aller ou pas y aller en tant que festivalier, voilà. Donc moi en fait j'ai pas de réservation à un hôtel. En fait depuis le début je vais au même Airbnb, donc c'est des réservations en mode l'année prochaine je suis là. Donc en fait je n'avance pas d'argent, je les paye sur place, ils me font confiance. Et d'ailleurs quand il y a eu l'annulation ils m'ont envoyé un petit message, ils m'ont dit bon ben le festival est annulé, je suppose que du coup on te verra pas. Bon c'est triste, espérons qu'on se voit bientôt. Et c'est tout. Donc ce qui fait que moi je n'ai pas avancé d'argent. Donc j'ai pas ce problème. Par contre, il y a d'autres personnes comme Badass ou Mangas et d'autres personnes qui ont payé un hôtel non remboursable. Oui, donc là il y avait peu de risques que machin, mais du coup, ouais, moi, enfin, je pense que j'irai pas, je limiterai les frais. Tant pis, c'est un hôtel, on arrête, mais au moins j'ai perdu que l'argent de l'hôtel. Parce que là, moi, si je devais aller à Angoulême, ça me coûterait minimum 500 balles, quoi. Donc je vais pas dépenser 500 balles pour un festival qui est vide. Voilà. Mais oui, par contre, vous pouvez louer une chambre en janvier. Tout sera pas cher. Tout ne sera pas cher. Donc voilà, donc ça aura quand même des conséquences locales, c'est pour ça qu'il faudra qu'il se relève vite. Et donc il y a plein de sujets que j'ai pas abordés aujourd'hui, hein. Il y a vraiment plein de sujets que j'ai pas abordés, que ce soit les conséquences financières sur l'économie locale, que ce soit les conséquences sur les auteurs qui devaient venir pour lancer leurs titres, les jeunes auteurs qui espéraient des choses, des conséquences sur les éditeurs, notamment les petits éditeurs qui ont pu engager des frais ou qui en tout cas ont compté sur les ventes pour se faire connaître ou tout ça. Donc il y a des impacts derrière, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce boycott, c'est pas un acte égoïste et envers les visiteurs et injuste et que ils s'en foutent. Non, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils étaient tellement au bord du ravin, il manquait juste un coup de vent pour qu'ils tombent, qu'ils n'ont pas eu le choix de le faire. Et en fait, c'est vraiment Angoulême et 9e art qui les ont mis dans cette position après 20 ans de terreur, quoi. C'est ça en fait qu'il faut voir. Et pour moi, ben ouais, c'est super qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est comme si de dire c'est injuste, c'est comme si on me disait ah, j'ai acheté pour 400 balles de fringues chez Shein et on a mis une loi comme quoi maintenant c'était interdit les fringues, on n'a plus le droit de vendre ces fringues-là. Comment je fais pour me fringuer maintenant? Ben, j'ai envie de te dire, la manière dont c'est fait les vêtements, autant socialement que écologiquement, c'est une catastrophe absolue. Et est-ce que tu as besoin de commander 400 balles de fringues Chine tous les mois? Non. Donc, au bout d'un moment, peut-être achète un peu plus qualitatif, moins et plus qualitatif, dans des conditions sociales plus respectueuses. Parce que nous, on est dans des pays entre guillemets civilisés, hein, dans le sens où on a un certain confort de vie très important. Je pense que personne n'apprécierait de vivre dans les conditions de vie qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et si on cautionne ça, ben demain, si ça nous arrive, il faudra pas s'étonner que tout le monde n'en aura rien à foutre de notre situation. Voilà, voilà. Encore moins 10 abonnés. J'ai hâte d'avoir cette vidéo en replay. Allez, je propose qu'on s'arrête là pour le truc Angoulême. C'était sacré. C'était hyper intéressant à faire. J'ai découvert des trucs incroyables. Vraiment, j'ai trouvé des trucs incroyables et c'était vraiment très très bien. Allez, je propose qu'on finisse par quelques petites news internationales pour finir sur des notes plus positives. Allez, suivre le lien.
Allez. Donc voilà. Une mission de travail plus respectueuse, bah tu risques de sortir à poil. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Donc il suffit de juste acheter mieux aussi que... Parce que acheter pas cher, c'est acheter plus cher à la fin, je peux vous l'assurer. Donc quand tu achètes 3 pantalons et que tu te dis en fait il dure que dalle, à la fin tu t'y retrouves pas. Alors, et puis on n'est pas obligé de consommer comme des bâtards tout le temps pour rien. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, hein. Pensez-y à ça.